Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans le cours des virus à ADN. On a vu déjà les herpès viridés. Maintenant dans ce cours-là, on va voir l'hépatnaviridés, le fameux virus de l'hépatite. C'est le cours de Dr Bouakaz. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires et de partager les vidéos avec vos camarades. Et on commence. L'hépatnaviridés, c'est le fameux virus de l'hépatite B. Tous on connaît l'hépatite. Mais cette fois-là, c'est l'hépatite B, c'est la plus grave, la plus virulente. Elle est causée par l'hépatnaviridés. On commence le cours d'abord avec une petite introduction sur l'hépatite B, qui pose un problème de santé publique mondiale. Donc l'hépatite B, c'est à ne pas sous-estimer ou à banaliser. Environ 250 millions de personnes souffrent d'une infection chronique. Donc, ce qui caractérise l'hépatite B, c'est le passage à la chronicité. Elle est définie comme la positivité de l'antigène de surface, c'est HBS. On va voir ça dans l'interprétation de la sérologie des hépatites. C'est plus de 6 mois. Donc, la persistance de l'antigène AGHBS dans l'organisme supérieur à 6 mois témoigne d'une chronicité ou bien le passage à la chronicité de l'hépatite B. Donc vous voyez, les chiffres sont élevés. Deuxièmement, ce virus se transmet par contact avec le sang ou d'autres fluides corporels provenant d'une personne infectée. Donc, les accidents exposants au sang peuvent transmettre l'hépatite B, surtout dans le milieu hospitalier. Les personnels de santé sont vulnérables ou bien sont soumis ou bien en risque d'attraper l'hépatite B. C'est pour cela un vaccin ou bien les patients, les personnels de santé doivent avoir le vaccin anti-hépatite B. Les médecins, on parle des médecins, des infirmiers, les personnels de soins, ils sont à risque à attraper l'hépatite B dans des accidents exposant au sang. L'hépatite B est responsable d'une infection asymptomatique le plus souvent, mais parfois elle est sévère et expose le risque de l'hépatite fulminante. On dit fulminante, c'est une hépatite avec une lyse sévère des hépatocytes. Dans cette hépatite fulminante, on va voir l'élévation anormale ou accrue des azates et alates, c'est-à-dire les enzymes hépatocytaires. Ou bien elle peut passer vers une hépatite chronique active. Et cette hépatnaviridée peut donner de la cirrhose hépatocellulaire ou bien du carcinome plutôt. Donc, le virus de l'hépatite peut être bénin, peut être chronique, peut causer une cirrhose et même il est oncogène. Il peut donner de carcinome hépatocellulaire, le fameux CHC. Donc, ça, c'est une petite introduction sur la sévérité de l'hépatite B. Ça, c'est notre intérêt du cours là. C'est de bien connaître la pathologie, bien la pathogénèse du virus de l'hépatite B avec son traitement et prévention. Heureusement, on peut le prévenir de l'hépatite B par le vaccin, comme je vous ai dit. Donc, il est efficace dans ton disposition actuelle. Donc, tout personnel de santé va ou bien doit subir à la vaccination de l'hépatite B pour se protéger contre ce virus virulent-là. Ça, c'était une petite introduction sur le VHB, le virus de l'hépatite B, avec ses majeurs critères de gravité, c'est de la chronicité, c'est de la cirrhose et c'est du carcinose hépatocellulaire.
Maintenant, on va classer ce virus. Il est classé parmi les Hepadnaviridés, Hepadna hépatique, en raison de son tropisme. Donc, il a un tropisme hépatique. Ça, on avait déjà vu dans la pathogénèse virale. On a dit que quelques virus ont un tropisme. Et le tropisme de ce VHB, de cet Hepadnaviridé, est bien sûr hépatique. Et il est un virus à ADN. Nous sommes toujours dans les virus à ADN. Il appartient à la famille des Hepadnaviridae. Leur genre, c'est orthohepadnavirus. Et le nom commun, c'est le VHB. C'est le virus de l'hépatite B. Donc, ce virus, il est bien connu dans le territoire médical. Maintenant, passons à la structure. Donc, notez bien que le virus de l'hépatite est un virus enveloppé à capside icosahédrique. Ça nous fait rappel au premier cours de la structure des virus. Il est à ADN partiellement double brin. Donc, son ADN, il est circulaire. Ça, on avait déjà dit dans le premier cours. Son ADN, il est circulaire, mais ce qui le caractérise, il est à double brin. Là, c'est de l'ADN. Son génome, là, vous voyez, il est circulaire, mais sur sa 3/4, il possède un brin, un petit brin S, un court brin S et un long brin S. Donc, c'est un ADN circulaire de petite taille. Il est bicaténaire sur les 3/4. Ces 3/4 là, ils sont bicaténaires. Car on voit la longue chaîne L et la petite chaîne S. Et cette partie-là, elle est monocaténaire. Donc, c'est un ADN circulaire partiellement à double brin dans sa 3/4 de diamètre. Il possède plusieurs antigènes. On a l'AGHBS. Ça, c'est là ce qui témoigne le passage à la chronicité s'il persiste supérieur à 6 mois. Ça, c'était la structure du VHB. Rien n'est difficile là. Ça nous fait rappel au premier cours de la classification du virus. C'est de la base. C'est des notions de base. Maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est de la clinique. Le mode de transmission de VHB. En tant que médecin, vous devez savoir le mode de transmission afin de lutter contre la dispersion de ce virus-là. Sa première voie ou bien la voie principale de transmission, c'est la voie sanguine. C'est un accident exposant au sang. Parmi les premiers virus à craindre, on a du VHB, c'est de l'hépatite B. Comment se fait cette voie sanguine? Par une transfusion, non dépistée, par la greffe d'organes. La transmission nosocomiale, ce sont des accidents exposants au sang. AES veut dire accident exposant au sang chez les dentistes et l'acupuncture. Donc il faut être prudent lorsque on traite, bien lorsqu'on est en train de manipuler du sang du patient, soit c'est une transfusion, soit par greffe, soit transmission nosocomiale. Donc tout ça, il faut être prudent en manipulant le sang du patient. Et bien sûr, la toxicomanie en IV, ce sont des injections multiparts entre ces toxicomanes. Ils vont transmettre le virus de l'hépatite par piqûre. Donc, la première voie de dissémination ou bien de transmission de l'hépatite, c'est la voie sanguine, quelle que soit accidentelle ou transfusionnelle. Le deuxième mode de transmission, c'est sexuel. Donc, l'hépatite fait partie des maladies sexuellement transmises. Donc, c'est une IST. Troisièmement, la contamination mère-enfant. Donc, il existe aussi une transmission materne-fœtale
du virus de l'hépatite, dont 90% sont des hépatites chroniques. La contamination intrafamiliale peut être mise en évidence et certains cas sont méconnus, mais gardez-vous en tête, c'est la transmission sanguine, c'est la voie sexuelle et on n'oublie pas la contamination mère-enfant qui nous pose des problèmes. Ça, c'était les modes de transmission du virus de l'hépatite. Notez ça bien en tête. Il faut savoir le mode de transmission du virus afin de lutter contre sa dissémination ou bien sa transmission. Ça, c'est un petit schéma récapitulatif sur l'histoire naturelle de l'infection B. Donc, l'infection A, l'hépatite peut être 70% asymptomatique ou bien symptomatique dans 30% des cas. Parfois, elle est fulminante. Mais ce qu'on craint dans l'hépatite, là, ça peut guérir. Vous voyez là un taux de guérison qui est élevé. Mais lorsque on passe vers la chronicité, c'est ça le malheur dans l'hépatite B. C'est pas l'hépatite aiguë. Une hépatite aiguë peut se guérir avec un traitement adéquat. Mais après passage à la chronicité, ces patients-là peuvent être des porteurs sains ou bien cette hépatite chronique va donner de la cirrhose et malheureusement du carcinome hépatocellulaire. Ça, ce sont des infections ou bien des affections mortelles. Donc, c'est un petit schéma récapitulatif qui indique les conséquences de l'infection à ce virus de l'hépatite. Donc, il faut craindre l'infection chronique. Il faut lutter contre le virus de l'hépatite B. Il faut pas laisser le passage à la chronicité à cause de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire. Ces séquelles-là sont mortelles. Maintenant, quelles sont les personnes les plus exposées au risque d'hépatite chronique? Donc, ce qui nous fait craindre le virus de l'hépatite, c'est le passage à la chronicité. Donc, la probabilité qu'une infection par le virus de l'hépatite B devient chronique dépend de l'âge auquel est contractée cette infection. Ce sont les enfants de moins de 6 ans infectés par le virus de l'hépatite qui ont la plus forte probabilité de devenir porteurs cliniques chroniques. Malheureusement, donc c'est lié à l'âge. Les enfants moins de 6 ans ont une probabilité très élevée de passer de l'hépatite aiguë vers une hépatite chronique. Donc, plus de 90% des hépatites chroniques surviennent sur les enfants, c'est là, et moins de 5% chez les adultes. Gardez ça en tête. Le passage à la chronicité est lié à l'âge. Les enfants moins de 6 ans sont les plus vulnérables qui ont la forte probabilité de devenir des porteurs chroniques de l'hépatite B. Maintenant, la clinique, la symptomatologie de l'infection à l'hépatite. Premièrement, l'hépatite a une incubation longue de 3 mois en moyenne. Donc, l'incubation dans le cas d'hépatite B, elle est longue, moyennement 3 à 6 mois. Elle peut être à 6 mois. Dans la plupart des cas, comme illustré dans le schéma précédent, c'était 70%. Aucun symptôme ne se manifeste pendant la phase aiguë de l'infection. 70% des patients sont asymptomatiques. Cependant, certaines personnes présentant une maladie aiguë avec des symptômes qui durent plusieurs semaines, c'est 30% des cas qui sont symptomatiques. Dans un ictère, une coloration sombre des urines, une fatigue extrême, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Donc une lésion hépatique va donner de l'ictère, va donner des urines sombres, une fatigue, des nausées
des vomissements et bien sûr des douleurs abdominales. C'est le foie qui est en train de souffrir. Aussi, notez bien, parmi les personnes atteintes de l'hépatite aiguë, un petit nombre présenteront une insuffisance hépatique aiguë pouvant conduire au décès de l'hépatite fulminante. Là, on est en train de récapituler là. 70% on a dit qu'ils sont asymptomatiques, 30% symptomatiques, c'est le deuxième cas. Et là, c'est la fulminante. C'est heureusement 1%, mais elle est mortelle par insuffisance hépatique. Heureusement, chez l'adulte, l'hépatite B évolue vers la guérison dans plus de 90% des cas. Mais certaines personnes de virus de l'hépatite B peut occasionner une infection chronique. Ça, c'est le malheur. Une infection chronique, des fois, susceptible d'évoluer ultérieurement vers la cirrhose hépatique et le carcinome hépatocellulaire. Là, on est en train de répéter les séquelles. Ce qui nous fait craindre dans l'hépatite B, c'est le passage à la chronicité. Donc, si l'infection elle est aiguë, heureusement, la guérison est à 90%. Mais une minorité peuvent subir une transformation ou bien un passage vers la chronicité. Et là, on va voir des séquelles qui sont du cirrhose hépatique et du CHC, c'est le carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer. Et ces deux affections-là sont défavorables, malheureusement. Ça, c'était la symptomatologie de virus de l'hépatite. J'espère que c'est clair maintenant. Passons au diagnostic virologique. Comment faire le diagnostic? Comment diagnostiquer en certitude le VHP? Donc, le diagnostic de certitude repose sur la détection de marqueurs spécifiques de l'infection. Ce sont des marqueurs virologiques directs, comme les antigènes viraux ou bien le génome. Donc, on peut détecter l'ADN viral ou bien les récepteurs membranaires ou bien les marqueurs virologiques. Ça, c'est le diagnostic direct. Toujours, on répète, le diagnostic direct, c'est la mise en évidence du virus ou l'un de ses composants. Bien sûr, l'ADN et les marqueurs sont des composants viraux. Maintenant, le diagnostic virologique indirect, toujours, c'est de la sérologie. On va détecter la réaction corporelle ou bien la réaction immunitaire. Ce sont des anticorps antiviraux. Donc, si on met en évidence le virus ou l'un de ses composants, là, c'est du diagnostic direct. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes. Les diagnostics directs, c'est la mise en évidence du virus ou l'un de ses composants. Le diagnostic indirect, c'est la mise en évidence de la réaction corporelle ou bien la réaction immunitaire contre les virus. C'est la sérologie, c'est la recherche des anticorps antiprotéines virales. Notez ça bien en tête, ce sont des questions fréquentes d'examen. Maintenant, en détail, quels sont les marqueurs du VHP? Les marqueurs directs, on a dit, c'est la mise en évidence du virus ou de ses constituants. Je répète, directement, un examen direct, c'est la mise en évidence du virus et ses constituants. Premièrement, on peut détecter les protéines virales, soit l'antigène HBS, soit l'antigène HBE ou l'antigène HBC. Ce sont les antigènes retrouvés sur l'enveloppe virale. L'HBS, c'est un marqueur de l'infection à l'hépatite B. Donc, l'antigène HBS témoigne d'une infection au l'hépatite B. C'est pour cela on a dit la persistance de cet antigène supérieur à 6 mois veut dire c'est le passage à la chronicité. J'espère que c'est clair. L'antigène HBE, c'est le marqueur de la réplication du virus. Donc, l'antigène HBS, c'est l'infection. L'antigène HBE, c'est de la réplication virale. Et dernièrement, l'antigène HBC,
c'est un antigène du corps. Il n'est jamais recherché dans le sérum car il est intra-hépatocytaire. Donc, ce sont les trois protéines virales qu'on peut détecter dans l'examen direct. C'est l'antigène HBS, l'antigène HBE et l'antigène HPC. Gardez ça en tête car on va voir ça dans l'interprétation de la sérologie prochainement. Ou bien on peut détecter, ou bien détection et quantification du génome viral. C'est bien sûr de l'ADN. C'est par technique de biologie moléculaire. C'est les marqueurs de réplication du virus. C'est de la mesure de la charge virale. On va détailler ça dans les méthodes du diagnostic des virus prochainement, Inch'Allah. C'est un cours très important. C'est le diagnostic viral. Mais gardez ça en tête. Le diagnostic direct peut se faire par la détection du génome de l'ADN. C'est le cas du hépatite B. C'est la mesure de la charge virale. Donc, c'était les deux façons de la détection directe ou bien du diagnostic direct. Soit la mise en évidence du génome directement de l'ADN par la mesure de la charge virale, ou bien comme on a vu là, c'est la détection des constituants. Ce sont des protéines virales. Ce sont les trois antigènes qui l'on retrouve sur la membrane, bien sûr l'enveloppe virale. Ça, c'était brièvement les marqueurs directs, le diagnostic direct. Maintenant, la deuxième méthode, c'est le diagnostic indirect. C'est de la sérologie. Je répète, c'est la recherche des anticorps spécifiques contre le virus. Donc, c'est la réaction immunologique de l'organisme. On va détecter des anticorps. Donc, on va détecter premièrement l'anticorps anti-HBC. Ce sont des IgM. Donc, IgM témoigne d'une infection aiguë. Ça, on voit toujours dans les infections que l'IgM témoigne d'une infection aiguë et l'IgG, c'est ancien. Deuxièmement, on peut voir les anticorps anti-HBC totaux, ce sont les IgG. Et là, ce sont les marqueurs les plus fidèles, c'est la cicatrice sérologique. Donc, si on trouve les IgG totaux contre l'hépatite, ça témoigne d'une infection. C'est la cicatrisation. Ce patient-là, il a eu sûrement de l'hépatite B. Soit elle est résolue ou bien elle est cicatricielle, c'est plus ancien, elle est ancienne de plusieurs années. On peut avoir l'anticorps anti-HBE de la réplication et l'anticorps anti-HBS. C'est le marqueur de la résolution, c'est la guérison, c'est de la protection. Et aussi, ça c'est important, un anticorps anti-HBS témoigne d'une vaccination qui est égale à 10 milliunités par millilitre. Donc, on répète, les IgM témoignent d'une infection aiguë. Les IgG dans la sérologie témoignent d'une cicatrice sérologique. C'est le marqueur le plus fidèle. L'anticorps anti-HBE témoigne de la réaction contre la réplication. Et le plus souvent, ce qui nous intéresse, c'est l'anticorps anti-HBS. C'est de la guérison. C'est un marqueur de résolution totale ou bien une protection. On parle ici de vaccination. Gardez ça en tête. L'anticorps anti-HBS est posé dans plusieurs questions d'examen. Si vous voyez l'anticorps anti-HBS, on est en train de parler d'une guérison ou bien d'une vaccination selon le cas. J'espère que vous gardez bien cette notion-là. Anticorps anti-HBS, c'est un marqueur témoignant de guérison ou bien de protection s'il est égal à 10 millions d'unités par millilitre. Maintenant, on va parler de la sérologie ou bien de l'histoire des antigènes viraux. Donc, vous voyez dans ce schéma-là que pendant
Les premiers mois, on a l'antigène HPS. Ça témoigne d'une infection. Avec un antigène anti-HBE, ça c'est de la réplication virale. Et bien sûr, on va voir des anticorps anti-HBC totaux. Et là, c'est l'infection au stade aigu. On va voir l'augmentation des IgM dans les premiers mois de l'infection. Donc, le vert là, c'est les anticorps anti-HBC et des IgM. Mais ces IgM là témoignent d'une infection récente. Ils vont régresser. Et toujours la cinétique des immunoglobulines. Les IgM sont les premiers à apparaître avec un pic. Après, ils vont régresser ou bien ils vont diminuer pour laisser la place aux IgG. On parle ici d'antigène anti-HBS, d'antigène anti-HBE. C'est pour cela qu'on a dit un antigène anti-HBC, c'est témoigne d'une infection aiguë. Et les antigènes anti-HBS, c'est de la guérison ou bien c'est une vaccination. Parce que l'existence des anticorps IgG n'est pas témoignant toujours d'une infection. Ça peut être une immunisation ou bien une vaccination. J'espère que ce graphe-là n'est pas ambigu. C'est facile. C'est de la cinétique bactérienne. C'est de la cinétique plutôt des anticorps. Toujours les IgM témoignant d'une infection aiguë et les IgG témoignant d'une résolution ou bien d'une immunisation. On parlera de vaccin. Maintenant, on va voir quelques interprétations sérologiques. Et le titre l'avant-dernier dans ce cours. On va voir quelques interprétations sérologiques, surtout les trois premiers là. Vous devez savoir s'il existe de vaccination, ou bien d'une infection résolutive, ou bien d'une infection aiguë. Maintenant, comment on va faire la distinction entre ces trois cas-là dans la sérologie? C'est facile. Donc, vous suivez. Là, dans le premier cas, la sérologie a revenu l'antigène anti-HBs négatif. Ça veut dire qu'il n'existe pas de l'antigène viral. Donc, il n'y a pas de virus dans ce cas-là. L'anticorps anti-HBs est positif et l'anticorps anti-HBC est négatif. Donc, il n'existe pas ni le virus, ni la réaction immunitaire contre ce virus, mais il existe des antigènes spécifiques contre ce virus. Ça ne peut être qu'un vaccin. Donc, si on trouve l'antigène anti-HBs ou bien les IgG spécifiques augmentés ou bien positifs dans la sérologie sans l'existence du virus, donc ça, c'est logiquement une vaccination, une sensibilité contre le virus, bien une sensibilisation. Maintenant, le deuxième cas. En absence d'antigène de l'hépatite B, on trouve les deux. On trouve les IgG plus les IgM. Là, c'est une infection qui est en train de guérison ou bien résolutive. Donc, le corps a reconnu l'antigène. Il a produit des IgM et des IgG avec destruction de l'antigène viral. Là, on est en train de parler de guérison, heureusement. Le corps a guéri de cette infection. Dernièrement, si on voit l'existence de l'antigène anti-HBs, là, c'est de la persistance du virus. Les IgM sont positifs qui témoignent d'une infection aiguë, mais sans les anticorps totaux anti-HBC, sans IgG, ça c'est une infection aiguë. Là, on est dans les premiers mois de l'infection à l'hépatite, car il n'existe que les IgM qui témoignent d'une infection aiguë. Donc, vous voyez que l'interprétation de la sérologie, c'est facile. Le vaccin, c'est l'existence des IgG spécifiques sans l'existence des antigènes ou bien des anticorps viraux. Infection résolutive, c'est l'absence de l'antigène viral, mais avec l'existence des deux anticorps HBs et HBC. Et le cas d'une infection aiguë, là, on va voir, bien sûr,
l'existence de l'antigène viral, l'existence d'IgM qui témoigne d'une infection aiguë, et mais avec l'absence des anticorps IgG qui vont apparaître plus tardivement. Donc, on est dans le stade aigu. C'est une infection aiguë à l'hépatite B. J'espère que ce truc-là est pas ambigu encore. La vaccination est facile à détecter. L'infection résolutive, facile aussi. Et l'infection aiguë, c'est le plus facile possible. C'est l'existence d'IgM, de l'antigène viral, sans l'existence des IgG spécifiques. Ça, c'était trois interprétations sérologiques qui sont fréquemment posées comme question d'examen. Donc, notez bien ces trois titres-là. Maintenant, le dernier titre, la prévention. On a vu la sérologie. Maintenant, comment prévenir l'hépatite B? Donc, heureusement, il existe un vaccin. Donc, premièrement, la sérovaccination du nouveau-né, des mères positives. Ça, c'est la première mesure de prévention. Dans les 12 à 48 heures après la naissance, il ne faut pas tarder de donner du vaccin à une mère diagnostiquée, ou bien au fœtus, ou bien du nouveau-né, d'une mère qui est diagnostiquée positivement à l'HPV. Donc, ce sont des gamma-globulines spécifiques plus un vaccin anti-HPV. Donc, les gamma-globulines vont défendre contre l'infection aiguë qui est en train de manifester chez le nouveau-né, et le vaccin va le sensibiliser pour lui donner une immunité tardive s'il rattrape une autre fois de l'infection à cette hépatite. Donc, le vaccin se passe à double franc. Des IgG pour lutter contre l'infection aiguë et un vaccin antiviral anti-hépatite B pour prévenir ou bien pour sensibiliser ce fœtus-là ou bien ce nouveau-né-là contre des infections dans les futurs. Deuxièmement, on a dit c'est une infection due à accident exposant au sang. Donc la vaccination des personnes à risque. On est en train de parler de la blouse blanche, les personnes médicaux, les pompiers, les policiers et les conjoints. Si c'est positif, il faut vacciner toutes les personnes négatives vivant sous le même toit. Donc, les personnels médicaux doivent subir d'une vaccination pour lutter contre la forme chronique de l'hépatite B. Et si peut-être les conjoints sont à vivre avec ce patient-là, il faut, si on peut vacciner tous les personnels négatifs vivant dans le même toit pour éviter la dissémination. Et troisième et dernièrement, c'est une IST. Donc, on va lutter contre les infections sexuellement transmises par les mesures d'hygiène avant les rapports. Ça, c'était le cours de la fameuse hépatite B. J'espère cette vidéo était bénéfique. J'espère la vidéo était facile. Toujours, les liens sont disponibles dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon courage. Et je vous vois prochainement, Inch'Allah.